tous, bienvenue dans votre journal d'actualité du district de Nyon. Cette semaine, on prend la route et En Marche en compagnie de deux projets en faveur des réfugiés et des sans-abri. On prendra également des nouvelles des événements qui ont marqué la semaine, comme l'inauguration de la gare de Gland et le mondial de fondue de Tartenien, mais aussi des nouvelles du parc Jura-Vaudois avec sa nouvelle initiative, le parc c'est vous. Ça y est, c'est fait. La gare de Gland a dévoilé son nouveau visage après cette année de travaux et un coût de 30 millions de francs, dont 4,26 millions investis par la commune de Gland et une participation du conseil régional et du programme d'agglomération. Les CFF et la gare de Gland ont inauguré la gare ce lundi dernier. Florian Cavalieri y était. On a rehaussé les quais pour rendre plus accessible l'accès au train. Ensuite, on a commencé à travailler sur le passage inférieur. Donc, on a fait le terrassement, le béton et puis on a ouvert successivement les phases du passage inférieur. Et puis, à la suite, on a construit les marquises, donc les deux couverts qui sont sur chaque quai. Les phases délicates, c'est quand on a construit l'enceinte étanche pour pouvoir terrasser l'ouvrage d'art. Donc ça, on a fait, si j'ai bonne mémoire, 600 ou 700 pieux donc pour pouvoir terrasser, parce que l'ouvrage d'art est dans la nappe phréatique. Et on comprend aussi effectivement on va dire le mécontentement des riverains par rapport à ça. C'était un chantier qui a duré 2 ans. On a des défis de transport assez immenses. Rien qu'entre Lausanne et Genève, on a 50 000 voyageurs actuellement, 56 000 par jour. Le défi à l'horizon 2030, c'est d'en avoir 100 000. Donc il faut les transporter, il faut des gares qui soient prêtes à le faire. La gare de Gland est terminée maintenant. On va commencer d'ici l'année prochaine. L'année prochaine, on commencera la gare de Rolle, qu'on mettra aussi aux normes. Et puis ensuite, on a d'autres gares. On a Nyon, on a Morges qui sont encore dans le pipeline pour la suite. Donc toujours continuer à développer nos gares de manière à accueillir de plus en plus de voyageurs comme les prévisions nous l'obligent. Donc à l'horizon 2030, c'est de pouvoir passer de 56 000 voyageurs qu'on a actuellement à plus de 100 000. Voilà, cette gare, elle se modernise. Elle s'était attendue d'avoir des espaces conviviaux qui relient le territoire de Gland, mais surtout Gland sera de plus en plus relié, je l'ai dit, au reste du monde, puisque avec le projet d'augmentation du nombre de cadences des régios express qui iront jusqu'à Annemasse et jusqu'à Saint-Maurice, eh bien évidemment on aura un réseau très performant. On espère même des régios express au quart d'heure, ce qui sera un véritable métro à ciel ouvert. C'est l'objectif en tout cas défendu par le canton de Vaud, ce serait d'être relié en direction de Berne une fois par heure, c'est important, et puis en direction de Genève aéroport aussi. Comme ça, la ville de Gland serait au carrefour des enjeux de développement de toutes les régions du pays. C'est vrai que sur les plans, on se rendait quand même compte de l'importance, mais maintenant que c'est fini, c'est vrai que c'est gigantesque, c'est vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Est-ce que nos enfants probablement pourront utiliser ces 10, 15, 20, 50 prochaines années? Il y a eu un financement vraiment d'un peu tout le monde, puisque au niveau de l'agglo du Grand Genève, il y a eu une participation via le conseil régional également. Donc il y a eu à peu près 4 200 000 à la charge de la commune. Là, on n'est qu'à la moitié du réaménagement de la gare de Gland, puisqu'il reste encore le quartier de la gare sud et toute la liaison avec le schéma directeur qui se trouve être le prolongement ouest de la ville. Donc il y a une grosse urbanisation qui va se faire. Ça, c'est pour dans 15-20 ans à peu près. Si vous regardez des films du Far West, c'est vraiment ce qui est l'allure qu'avait cette gare. Aujourd'hui, on a une gare moderne, on a une gare qui correspond à une ville de 13-14 000 habitants, voire plus, puisque Gland ne va pas s'arrêter de grandir encore aujourd'hui. On avait eu une étude auprès de la population qui avait signifié que la centralité de la gare devait être vue. Et la vie, ça passe par des aménagements. On voit par exemple tout simplement ces espèces de bancs ovales qui permettent de s'asseoir. Ces possibilités d'installer le marché, c'est tous des équipements qui donnent de la vie à la gare de Gland. Je crois que Gland commence sérieusement à bien vivre. On voit que la culture s'est bien installée. Pour la jeunesse, il y a aussi de nombreuses choses qui sont réalisées. Et on voit que la population maintenant adhère de mieux en mieux finalement aux propositions qui leur sont faites. Et je crois que c'est vraiment véritablement un esprit qui a changé à Gland.
Plus de 5000 amateurs de fromage ont envahi les rues de Tartenien ce samedi 18 novembre lors du mondial de la fondue. NRTV s'est rendu dans les coulisses pour suivre un concurrent dans la catégorie amateur. Ça va? Ouais. Bonjour, salut. Ouais. Bonjour. Bonjour. À Tartenien, tout le monde le connaît. Faut pas me filmer avec mes maîtresses. Hein, c'est ce que j'allais dire, il ne faut pas dire de bêtises, ça va moi ça. Parmi les 180 participants du concours du mondial de la fondue, Pierre-Alain Blanchard est le seul tartevinois. T'as déjà tout pour moi? Tu nous remplis quand même tout ça, même si on sait. Comme il y a 2 ans, lors de la première édition, Pierre-Alain est inscrit dans la catégorie amateur. Pour lui, la journée a démarré très tôt le matin. 408 ans, vous êtes bien 400, je pense. Ouais, un peu plus. On est parti là. On est prêt. Alors là, on se dirige directement à la cave des Ruas, domaine des Chantailles, pour préparer cette fondue. Bonjour, salut. Et toi? Tu vas rééditer l'exploit? On ne sait pas. C'est comme ça qu'on voit que si j'ai pris du poids ou bien pas. Tenue de combat, caclon en place et verre à la main, c'est dans une ambiance bon enfant que les participants concoctent leur fondue. Ciao. Ça va et toi? Ouais, bien. Bonjour. Pour Pierre-Alain, c'est gruyère, vacherin fribourgeois et Appenzell. Le tout arrosé de kirsch et bien sûr du vin de Tartenien. Là, c'est parti. Et là, toi, tu es dans quel état d'esprit? Bon, détendu. Ouais, détendu. Comme le fromage. Comme le fromage. Il faut prendre son temps. J'ai dit que je ne goûtais pas, mais je goûte. On va comme ça alors. Là, on est parti. Casse-voir un bout là-dedans, là. Ah, mais tu prends pas tout. T'as bien la fondue? Elle est crémeuse à soi là. C'est très très bon. Je suis content de moi. On fait que le travail. Hein. Je pense que d'après moi, le 90% c'est quand même le fromager. Quelques heures plus tard, Pierre-Alain passe la rampe des sélections pour les finales de la fin de journée. Le rendez-vous est fixé à 18h, autant dire que l'attente est longue. On va aller voir les résultats, si on est en finale ou pas. Là, il y a la pression qui commence à monter. C'est un petit peu de bakshish dans les poches. Hein? Un petit peu de bakshish. Donne. On est parti pour un tour. On va avoir le sourire, merde. Amateur, sur la gauche, s'il vous plaît. On va commencer. Le soir venu, son fan club est avec lui. Sur l'estrade, aux côtés des 12 autres finalistes, Pierre-Alain tente de convaincre les papis du jury présidé par le chef étoilé Philippe Chevrier. Quelques fois plus tard, en attente du résultat, Pierre-Alain est un peu tendu. Il y a aussi, j'ai peut-être pas dit, dans les deuxièmes, gay. Retour sur scène, le résultat tombe. C'est finalement André Bourqui, originaire de Nyon, qui gagne le concours. Quel est le secret? Gagner le fromage. Quant à Pierre-Alain, il retentera le podium d'ici 2 ans, le samedi 16 novembre 2019. Elle a fait chewing-gum, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Oh là là. Et voilà, André Bourqui, le grand champion de cette finale, est avec nous. Merci et félicitations. Merci. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce concours? Parce que finalement, on peut dire que rien ne vous prédestinait. Vous êtes ingénieur, de formation en ingénieur en électricité, reconverti dans les télécoms. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes inscrit dans ce concours? Je fais des fondues depuis mon plus jeune âge. Et ce sont mes enfants qui m'ont inscrit. Ce n'est pas moi à l'origine, c'était il y a 2 ans. Et cette année, je me suis inscrit moi-même. Je n'avais pas passé les éliminatoires il y a 2 ans. Et je me suis dit, cette fois, ça devrait être le cas. Je savais que ma fondue était bonne. Beaucoup de gens me le disent. Et même mes enfants, quand ils ont un anniversaire d'un ami,
me disent « Est-ce que tu pourrais me faire une fondue ?» parce que c'est ce que mon copain ou ma copine aimerait vraiment avoir pour son anniversaire. Alors voilà, j'ai commencé à faire aussi des fondues dans les bureaux. Je me suis amusé à faire des grandes fondues, jusqu'à 350 personnes, simplement par amour du fromage et des fondues. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'est devenu une passion petit à petit, voilà. Ouais. Ce fromage, il fait partie aujourd'hui de votre quotidien. Vous le disiez, hein, lors de réunions, vous faites des fondues. Et puis, lorsque vous allez voir des clients, je crois même que le fromage, il est toujours là. Voilà, donc certaines fois ils me disent oui, tu vas venir la semaine prochaine, est-ce que tu peux m'apporter une fondue? Parce que j'ai des amis et puis j'aimerais bien faire une bonne fondue. Alors voilà. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée, Pierre-André Bourki? Pierre-André, pourquoi je vous appelle Pierre-André? Eh bien, c'était une journée très très sympathique. C'était sympathique aussi par la météo. Il y a 2 ans, il pleuvait des cordes. Cette fois-ci, on a eu la chance avec la météo. On a eu aussi une parfaite organisation de l'équipe à Tartenien. Il n'y avait pas d'attente pour les gens qui étaient là. Il y avait une bonne humeur partout, plein d'activités. C'était en famille, plein d'amis. Donc c'est la convivialité qui était en premier et pas le concours. Et puis les produits que vous avez utilisés, c'est des produits de chez nous ou pas? Oui. Les produits que j'ai utilisés, on verra tout à l'heure dans votre article sur le Jura. J'ai pris un fromage d'alpage de notre région. Il faut savoir que le gruyère ne se fait pas seulement en Gruyère ou dans le canton de Fribourg, mais aussi ailleurs en Suisse romande. Et le Jura est un grand producteur de gruyère. Et là, c'est un de mes amis, une famille amie de longue date, Olivier Humbert, qui fait un fromage à la Bursine. Donc ça, c'est un des fromages. Les autres, j'ai voulu faire une fondue qui soit un peu l'héritage de ma famille. Donc j'ai été chercher les fromages au lieu où ont grandi mes grands-parents et mon père. Donc de cette manière, c'était aussi un hommage à mes parents, à mes grands-parents. C'est une histoire de famille, la fondue chez vous? C'est mon père qui faisait la fondue et c'est avec lui que j'ai appris. Aujourd'hui, est-ce que vous songez peut-être à ouvrir un restaurant de fondue? Encore une reconversion? Ça, c'était l'idée de mon père, qui est décédé malheureusement à l'âge de 45 ans. Et il disait toujours, quand je serai à la retraite, j'ouvrirai un petit restaurant où je ferai que des fondues. Alors on verra peut-être le jour où je serai à la retraite. Dans l'immédiat, ce n'est pas dans les plans. Et votre secret à vous, c'est lequel pour faire une bonne fondue? Parce qu'on entendait beaucoup dans le concours. Hein. Aujourd'hui, il faut la fouetter. Votre secret à vous, c'est lequel? Non, pas de fouetter. Besoin. Pourquoi? S'il n'y a pas de résultat. Donc vous êtes méthode classique avec le 8? Méthode classique, non, pas forcément le 8. Ça n'a pas trop d'importance. En fait, c'est très difficile de rater une fondue. Il faut les bons ingrédients. Les bons ingrédients, on peut difficilement en rater une. Et les 2 erreurs principales que les gens font en faisant une fondue, c'est qu'ils mettent trop de vin, beaucoup trop de vin. D'ailleurs, sur le site internet du Gruyère, ils donnent une fondue qu'il ne faudrait surtout pas faire. Donc plus de fromage. Oui, il y a trop de vin. Et une autre chose, on met le feu trop fort. La plupart du temps, on voit les gens qui brûlent leur fondue. Il n'y a rien de pire qu'une fondue qui a eu trop chaud. Et puis une question pour répondre à ma curiosité personnelle. Qu'est-ce que vous avez gagné? Un totem de fondue. Vous avez vu ces arbres à fondue. Je ne l'ai pas encore dans les mains parce qu'il a été fait à la tronçonneuse dans l'après-midi. Et il devait encore le peaufiner, le poncer et mettre une petite plaquette. Voilà. Donc l'occasion de revenir goûter une fondue faite par vos soins. Voilà, par exemple. Merci d'avoir été avec nous. Et après la fondue, il faut une petite douceur. Alors, des petits caramels. Des petits caramels, voilà, qui sont faits à Nyon par mon frère. D'accord. Qui fait ça comme hobby, aussi comme moi le fromage. On se complète. Et c'est recette qu'il a développée lui-même avec un ami confiseur qui vient du Gruyère, justement, de la commune. Et maintenant, c'est son hobby. Et s'il y avait un mondial du caramel, je pense qu'il aurait gagné. Donc voilà, à suivre avec de la fondue chez vous et le mondial du caramel que j'espère que vous mettrez en place du coup. Bonne suite à vous, merci d'avoir été avec nous, André Bourki. Nyon a mal à ses commerces, souvenez-vous, la semaine dernière. David Pernet, le nouveau délégué à l'économie et au commerce, était avec nous sur ce plateau. Cette semaine, nous sommes allés en ville de Nyon. La nouvelle était connue depuis longtemps puisque Parano, le célèbre mythique magasin d'habits, ferme ses portes. Nous sommes allés à la rencontre du gérant qui nous explique pourquoi il a pris cette décision.
Pour plusieurs raisons. La raison principale, effectivement, c'est la concurrence déloyale du numérique, c'est-à-dire Internet. On a eu plusieurs crises, dont, je ne sais pas, au moins 3 crises en 30 ans, mais celle-ci est assez puissante, disons. On a perdu à peu près 20 à 30% de notre clientèle qui font des achats sur Internet. On a déjà vécu une petite crise il y a 3-4 ans avec la parité du franc. Ensuite, on a eu le tourisme des achats. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est le numérique. Donc, je pense qu'il vaut mieux, suivant l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, je préfère fermer maintenant, après 27 ans et de bons loyaux services, que d'attendre que ça soit trop difficile. Il faut comprendre qu'un délégué au commerce venant de la part de la municipalité, c'est-à-dire qu'il va travailler avec la municipalité. Alors que la SIC a toujours été une association qui était indépendante par rapport à la municipalité. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la SIC défend les commerçants et puis que là, le délégué est censé défendre la municipalité ou essayer de trouver une solution entre les deux. Maintenant, ça ne va pas être un travail facile parce que la ville de Nyon a quand même quelques soucis par rapport au 14 décembre 2014, depuis qu'il y a eu la mobilité de tous. Tout le monde le sait, on a un petit problème de circulation en ville. Donc ça, c'est peut-être pas forcément le travail du délégué au commerce, mais je pense que la municipalité devrait travailler un petit peu plus avec ce genre de problématique, c'est-à-dire la signalétique des commerçants, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir venir, d'avoir des parkings. Je sais que c'est pas tellement le but de la mobilité douce, mais malheureusement pour nous petits commerçants, les gens ils veulent venir en voiture jusque devant le commerce. Donc l'un dans l'autre, je vois pas qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, mais disons que la réalité elle est là. Depuis le 14 décembre 2014, il y a quand même plus d'une vingtaine de commerces qui ont fermé. Donc ce n'est peut-être pas que à cause des parkings, mais disons que ça n'a pas aidé. Normalement, je devrais fermer fin de l'année. Ça, c'est pas encore tout défini, mais apparemment, c'est bien parti pour fermer à la fin de l'année. Des coiffeurs, il y en a toujours eu. Ça n'a pas changé, donc ça ne changera pas. Ce qui a beaucoup changé, je pense, depuis une dizaine d'années, c'est les vitrines froides, dont on a essayé de combattre, mais malheureusement, nous n'avons pas trouvé de solution juridique pour pouvoir combattre la vitrine froide. Mais disons que c'est un petit peu le phénomène dans toutes les villes, c'est-à-dire que c'est... alors, j'ai absolument rien contre les assurances, j'ai absolument rien contre les agences immobilières, mais je pense que leur place est mieux au 2e étage qu'au rez-de-chaussée. Opération séduction pour le parc Jura vaudois qui cherche des ambassadeurs. L'objectif, faire connaître les valeurs du parc auprès de la population. L'initiative intitulée « Le parc, c'est vous » a été présentée justement à la population ce lundi 21 novembre à Saint-Georges. On en parle avec nos invités. Isabelle Livet, future ambassadrice du parc. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et puis le municipal de Chézeret, Dominique Fleury. Merci d'être avec nous également. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Isabelle. Quel sera le rôle de ces ambassadeurs ? Alors, le rôle de l'ambassadeur du parc Jura vaudois, c'est d'informer, d'opérer en fait, comme relais auprès des habitants des communes que forment le parc Jura vaudois. Et puis, c'est vraiment une mise en réseau, c'est vraiment faire des liens entre le parc Jura vaudois et les habitants. Donc, les sensibiliser. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est le parc Jura vaudois. Ils ne savent pas qu'ils font partie du parc Jura vaudois pour les 30 communes. Donc, il y a tout un travail de fond à faire. Et donc, c'est vraiment des relais, des mises en réseau. Et puis, voilà, d'être vraiment des liens. Si on rebondit sur ce que vous dites, c'est étonnant. Hein. Les gens ne savent pas qu'il y a un parc et qu'ils habitent même pour la plupart dans ce parc. Le parc, c'est plus de 530 km, 30 communes qui font partie de ce parc. Comment est-ce qu'on explique justement qu'il y avait un manque de communication ? Alors, je ne peux pas répondre précisément, ne faisant pas directement partie du parc Jura vaudois, donc comme collaboratrice, mais disons, ce que je peux constater, c'est que le parc est relativement jeune. C'est vrai que l'année prochaine, au 2018, ça fera 5 ans que le parc du Jura vaudois est reconnu comme parc national, parc régional reconnu par la Confédération, donc qu'il répond à certains critères. Et puis, je pense que voilà, le parc est relativement jeune.
jeunes. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour que l'information circule. Et je pense que c'est un travail de longue haleine. Et là, avec cette action, le Parc C'est vous, de pouvoir justement compter sur des ambassadeurs qui agiront pour le parc, je pense que là, c'est une excellente manière de lancer, donner un coup de pouce assez décisif pour le parc, dans son développement. Un nouvel élan. Et vous-même, pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être une future ambassadrice du parc ? Alors pour moi, c'est juste naturel. J'habite à Ballon, donc une des communes du parc. Ça fait bientôt 10 ans. Je suis une amoureuse de la nature. J'essaye de respecter, de préserver les ressources, de consommer local. Donc voilà, j'ai cette sensibilité-là. Et puis le parc, c'est un écrin de richesse, de beauté, auquel j'ai envie d'apporter ma contribution. Et puis j'ai envie de faire connaître pour justement pouvoir développer. On ne se rend pas compte de la qualité de vie que nous avons dans le parc Jura vaudois, qui est quand même un territoire rural. Et ça, c'est une richesse qui est très, très importante. Après, il faut justement tirer profit. Dominique Fleury, vous étiez là lors de cette séance d'information. Est-ce que vous pensez que cette initiative, elle est suffisante ? Ah mais cette initiative, elle est, je trouve déjà, on va pas dire qu'elle est suffisante, mais c'est une excellente initiative que le parc lance pour se faire connaître, parce que je pense que la communication dans le parc fait un peu défaut, parce que c'est quoi le parc, c'est qui le parc. Beaucoup, vous venez de le relever, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas où est le parc et qu'est-ce que le parc, parce que quand le parc a été créé, on disait le parc c'est la vallée de Joux. Voilà, c'est les habitants de la vallée de Joux, on va défendre. Mais non, c'est pas vrai, c'est tout le Jura. Ça va jusqu'ici au lac, puisque la commune de Chaizeray fait partie et est partenaire au parc. Donc vraiment, c'est un privilège et une région tellement merveilleuse, que magnifique, comme vient de le dire Isabelle, que c'est vraiment bien d'en faire partie. Et je pense que ce que fait le parc est une bonne initiative, effectivement. Mais ce travail de communication, finalement, est-ce qu'il n'appartient pas aussi à la commune de Chaizeray, d'expliquer aux habitants qu'ils habitent dans ce parc ? Bien sûr, la commune de Chaizeray, on va dire qu'elle a déjà fait un effort, puisqu'elle a reçu la fête des habitants à Chaizeray cette année, au mois de juin, qui a été une fête vraiment pour les habitants. Mais ce n'est pas que le rôle d'une commune ou d'un autre. Moi, je pense qu'il faut laisser comme la part aux professionnels du parc, qui sont des gens qui connaissent la nature, qui développent des projets pour la sensibilisation de la nature et le développement touristique, loisirs ou même sportif dans la région. Ce parc, il fait vivre finalement la commune de Chaizeray. Est-ce que vous arrivez à expliquer quel impact il a aujourd'hui sur la commune ? Le parc ne fait pas vivre la commune de Chaizeray, elle aide à la vie de nos concitoyens de Chaizeray. Mais la contribution du parc, c'est quand même la commune, c'est les impôts de nos contribuables qui font vivre le parc. Mmh. Merci d'avoir été avec nous et puis longue vie au parc. Merci. Merci. À présent, on prend la route avec la marche pour les réfugiés. Ce lundi, la caravane pédestre a quitté Rolle pour arriver sur Nyon. Hop, voilà un petit passage devant la caméra, on est en direct, c'est pas grave. Justement, on marche, on continue sur les routes. Parti le 14 octobre depuis Bellinzone, l'action a pour but de dénoncer la politique migratoire suisse et de marcher en faveur des droits et de la dignité humaine. C'est la marche pour la dignité et les droits humains. C'est quoi le concept de cette marche ? Bon, d'un côté, c'est dénoncer la politique migratoire suisse qui est de plus en plus dure. Ça devient très difficile d'accéder à la Suisse, ça devient difficile d'y rester. Et même, il y a des contraintes pour ceux qui n'ont pas les papiers qui sont épouvantables. Il y a la détention administrative, notamment en Suisse, on a encore 33 centres de détention. Tout ça, il faut le dénoncer. Ce n'est pas une politique d'accueil, ce n'est pas une politique humaine, c'est contraire à notre tradition humanitaire. On a commencé le 15 octobre de Bellinzone, après on est allé au Grison, donc on a fait les tours à l'envers, puis on est passé de Zurich, Basel, Berne, et puis voilà. Maintenant on est là, sous l'arc lémanique. On va rejoindre Genève, après on va revenir encore à Nyon, Rolle et Lausanne, et après on va continuer long la rivière pour entrer au Tessin le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme.
Combien de marcheurs, combien de kilomètres ? Alors on est, je pense, autour des 700 km, on ne les compte plus. Et puis ils ont marché avec nous, je pense, environ 500 personnes. C'est-à-dire tous les jours, il y a un noyau dur qui marche tous les jours. Et après, il y a des jours où on a marché, on était 30, 40. Et puis il y a des jours où on est peu, comme aujourd'hui. On invite les gens à nous joindre, marcher avec nous. On peut marcher avec nous une journée, une semaine. Notamment, on aime marcher avec les réfugiés qui marchent gratuits et qui sont invités à nous joindre parce que c'est leur marche. C'est-à-dire, c'est nous qu'on l'a fait partir, mais vraiment, on a eu des Afghans, des Irakiens, des Palestiniens, des Érythréens, Éthiopiens, beaucoup de monde. Il y a eu 30 nationalités qui ont marché avec nous jusqu'à présent et c'est très, très bien. C'est vraiment le but de montrer les associations qui travaillent au quotidien avec les migrants. Exactement, c'est de faire ce réseau. Et il y a des réalités que parfois elles n'apparaissent jamais et ce sont des réalités qui nous racontent que c'est possible l'intégration, qui sait bien qu'on peut la faire, on l'a fait sur le terrain et ça il faut mettre en valeur. La marche sera de retour à Nyon le 24 prochain où une table ronde sera organisée par les deux associations 24.9 Agir pour accueillir et le lieu-dit. On en parle justement avec Hélène Menu, membre du lieu-dit. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous associer justement à cette table en organisant cette table ronde? Donc, la Benvenue Fugitive March, c'est une marche pour la dignité et les droits humains pour, d'une part, dénoncer une politique d'asile suisse toujours plus dure et aussi pour montrer qu'il existe une Suisse solidaire, une Suisse qui a envie de s'engager et qui s'engage dans l'accueil des réfugiés. Donc, tant pour l'association Agir pour accueillir que pour l'association Le Lieu-dit, c'était important pour nous de les accueillir lors de leur arrivée à Nyon. Et ils proposaient de faire des débats, une table ronde. Et donc, c'est avec plaisir que nous organisons cet événement pour permettre aux Nyonnais et aux personnes de la région de pouvoir venir écouter ces gens parler de la problématique migratoire. Ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui ont vraiment beaucoup de choses à nous apprendre. Donc ça sera une thématique complètement actuelle. Aujourd'hui, par rapport à Nyon, comment est-ce qu'avance l'association Le Lieu-dit ? Alors, l'association se porte bien. Suite à tout ce qui s'est passé cet été avec la votation pour le foyer, ça a amené beaucoup de nouvelles forces vives. Ça a permis aux citoyens nyonnais de réaliser qu'il y avait des réfugiés à Nyon et puis qu'ils avaient besoin d'aide et de soutien. Donc l'association a de plus en plus de bénévoles et nous pouvons ainsi, de manière continue, élargir notre palette d'offres que nous pouvons proposer. Donc c'est très réjouissant. On se souvient, une des offres, ça a été notamment un match de football qui a été réalisé en mois de septembre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'actions que ça? On imagine qu'il y a toute une organisation à faire. Bon, ce match de football en septembre, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Alors, il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais qui ne sont pas forcément visibles du public. Il y a beaucoup de choses qui se font. Disons que par rapport à les ressources qu'on peut déployer, on met plutôt l'accent sur des choses vraiment très concrètement très utiles, comme les cours de français, comme les cours de maths, comme l'aide à la recherche de stages, d'apprentissage. Donc c'est vrai que des actions plus publiques, qui sont très importantes, comme le match de foot, demandent énormément d'organisation et on n'a pas les moyens d'en faire de manière très régulière. Aujourd'hui, est-ce que la ville, est-ce que Nyon est réceptive justement à votre demande, à vos démarches? Tout à fait. Oui, on le sent de la part des municipaux, des chefs de service, qu'ils se rendent compte que de travailler main dans la main, c'est une bonne chose et puis que le lieu-dit apporte un réel, disons, peut-être soutien à la ville de Nyon, dans le sens où on prend vraiment en charge ces gens et on leur apporte, disons par exemple les cours de français, c'est un bonus pour tout le monde. Et du côté de la population, comment ça se passe? Est-ce que vous voyez que les Nyonnais sont enclins, ouverts à accepter justement les réfugiés à rentrer chez eux? Alors c'est un travail, je dirais, qui est très long et qui se fait petit à petit, mais les choses changent et c'est réjouissant de voir ça, mais c'est effectivement quelque chose qui se fait pas à pas. J'aimerais revenir sur un événement de l'actualité, parce que dans l'actualité, on entend beaucoup parler, à côté des migrants, des réfugiés, des sans-abri, les sans-abri qui sont aussi dans nos rues. Est-ce que le lieu-dit pourrait être amené justement à travailler avec ces gens-là? Alors, avec plaisir, nous faisons des liens avec d'autres associations, avec d'autres populations. Après,
je dirais que la charge de travail pour s'occuper déjà des migrants et des réfugiés est très grande. Donc, actuellement, on ne peut pas diversifier plus notre offre, mais avec plaisir de faire des liens entre différentes populations, c'est vers à quoi on tend. Et donc, vous rejoindre le 24 novembre prochain à la rue Neuve 3. Merci d'avoir été avec nous, Hélène. Merci. À 20h. Merci pour la précision. On continue notre route, on ne s'arrête pas en si bon chemin, et cette fois-ci en compagnie de Pascal de Pierra. La ballerine récolte des chaussettes de ville en ville pour aller les amener aux sans-abri. Nous sommes allés à sa rencontre avant son arrivée à Nyon à partir du 11 décembre. Waouh, elles sont vraiment magnifiques. Alors là. Belle récolte en cette fin de journée pour Pascal de Pierra. Vraiment. Parti de Porrentruy à Delémont, Pascal traverse la Suisse romande à pied afin de récolter des chaussettes et les remettre à des sans-abri. Chaque année à Noël, j'organise une marche, une vadrouille dans les rues de Lausanne. Et l'année passée, à Lausanne, j'ai vu pour la première fois, quelqu'un dormir par terre au Petit Chêne. Et ça m'a sensibilisée, je me suis un petit peu renseignée parce que je pensais qu'à Lausanne, tout le monde avait de la place pour dormir à l'abri et j'ai vu que ce n'était pas le cas. Ah là là, étanière, 30 minutes. En résumé, si vous tricotez, vous la faites marcher. Je vais les changer, là, c'est prévu pour la semaine prochaine. Mais est-ce que dessous, il y a des belles chaussettes? Des chaussettes que j'ai tricotées main, moi-même, mes premiers talons, donc ouais. Des chaussettes, ça manque dans les dents souvent parce qu'on les use un peu jusqu'à la corde, tandis que les bonnets, les écharpes se retrouvent. Donc je trouvais que c'était d'à propos de mettre ce que je savais faire marcher à ce projet. Et puis est-ce qu'on peut vous apporter autre chose que des chaussettes ou uniquement des chaussettes ? Alors, évidemment, les besoins, ils sont bien plus grands que les chaussettes. Si ce qu'on m'apporte, donc je peux aussi prendre les gants, les bonnets, les écharpes. Si ce qu'on m'apporte rentre dans le sac à dos, il n'y a pas de problème. C'est bien que dans ce cas-là, on m'avertisse. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que des chaussettes, c'est pas suffisant ? Qu'il faut donner plus. Je ne veux pas faire de politique, mais il y a quand même quelque chose à faire auprès des politiques. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, je pense que la personne qui a tricoté une paire de chaussettes, elle sait qu'il y a une paire de pieds qui est au chaud, en tout cas pour quelques jours, et qui a passé ne serait-ce qu'un moment dehors, un moment de nuit, une partie de nuit dehors, peut savoir que c'est très très important. Du 11 au 17 décembre, Pascal passera par Nyon pour terminer son parcours le 25 décembre à Lausanne. Oui, je fantasme encore pas trop ce moment parce qu'il y a encore quand même presque 200 km à faire et qu'il faut que je garde la niaque pour avancer. Parcours exact, ça dépendra un petit peu du terrain, mais je vais arriver par la Cure, parce que je vais arriver par la vallée de Joux, la Cure, et puis redescendre sur Nyon. Et puis je vais pas longer le lac, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend à Longiro, donc je vais remonter à Longiro et faire un petit peu la côte et redescendre ensuite sur le bord du lac. Pour terminer cette émission, en fait, on s'intéresse aux amis du château de Prangin qui fêtent le 25 novembre leur 25e anniversaire. On reçoit justement avec nous la présidente Kirsti de Métral. Je savais que j'allais écorcher votre prénom. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, quel est le but de votre association ? Alors le but de l'association des Amis du Château de Prangin, c'est soutenir dans un sens très large le musée, le siège roman du Musée national, le Château de Prangin. Alors évidemment, on est derrière, nous organisons des colloques, des conférences, des visites guidées, et puis évidemment, on s'assure d'un certain soutien financier qui est rendu possible grâce aux cotisations de nos membres, de nos mécènes, de nos sponsors et de legs de certaines personnes. Mais qui sont ces amis, précisément ? Alors, ce sont des personnes qui sont intéressées par l'histoire suisse du XVIIIe, du 19e, voire même du 20e siècle. Ce sont aussi des gens de la région, du lieu, qui ont une histoire commune avec le château. Ça peut être des descendants, ça peut être des gens qui ont travaillé au château. Et puis c'est aussi des gens qui adorent le jardin potager, qui est unique, un jardin à l'ancienne. Ça, personnellement, ça vous parle, vous ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu être ami du château ? Alors oui, et moi je suis très touchée par cet endroit, parce que c'est un endroit de beauté, c'est un endroit d'inspiration, un petit peu hors du temps.
où vous pouvez retrouver vos forces. Alors pour moi, j'aime beaucoup le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, et l'exposition permanente Noblesse oblige en est un parfait exemple. Qu'est-ce qu'on fera lors de cette journée, le 25 novembre? Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, le 25 novembre, c'est d'abord l'anniversaire de notre association, c'est 25 ans, c'est 6 ans avant l'ouverture du Musée national. D'ailleurs, l'année prochaine, en 2018, on fête les 20 ans du Musée national. Alors, durant les 25 ans, on rend hommage aux pionniers de l'association, mais aussi du château, c'est-à-dire on veut parler de la symbiose qui a existé, qui a rendu possible cette aventure. Donc il y aura une table ronde avec ces pionniers, et puis cela sera suivi de l'allocution de la directrice du musée, Madame Hélène Bierry-Thompson. Cette association, donc, elle permet de faire vivre le musée aussi autrement. Aujourd'hui, on pense beaucoup aux musées, à refaire vivre les musées, les rendre plus attractifs. Vous, à votre niveau, les amis du château de Prangin, comment est-ce qu'ils font justement pour faire vivre un musée? À quel niveau est-ce qu'ils peuvent justement intervenir? Alors c'est une bonne question parce qu'on a maintenant des retours, des commentaires de certains de nos membres qui veulent être pas juste donnés, mais donner aussi de leur force vive, de faire part de leur expérience, de leur know-how. Et donc, ils prennent contact avec nous et nous les mettons en contact avec la médiation culturelle du château pour leur permettre d'être actifs eux-mêmes durant des journées portes ouvertes. Donc, ils pourront avoir un accès direct avec le public. Et puis, lors de ces journées portes ouvertes, on peut penser justement aux 20 ans du château qui vont arriver tout bientôt. Vous cherchez des bénévoles, n'importe qui peut se présenter, même sans avoir de connaissance de l'histoire ou pas? Comment est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on peut très bien avoir des personnes qui ont juste envie de donner un coup de main. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt. Ce qu'on cherche surtout, c'est on fait, en tant qu'association, un appel aux dons pour un achat de bougies qui vont servir à l'illumination d'une œuvre magistrale le 29 septembre 2018 au château pour les 20 ans. On cherche 60 000 bougies, donc ces personnes peuvent prendre contact avec notre association sur notre site web, Les Amis du Château. J'ai pu voir sur votre site justement que pour aider le château, vous avez fait l'acquisition de plusieurs œuvres. Pour certaines personnes, on peut avoir du mal à comprendre finalement comment acquérir une œuvre, ça aide l'institution qu'est le château. Ces œuvres font partie en fait de la collection du Musée national. Si elles sont choisies, c'est qu'elles sont emblématiques. Elles représentent un message que le Musée national tend à faire passer. On prend par exemple les tableaux Bonaparte. Ça fait partie de l'histoire suisse, hein, même si ce sont des Français. Ils ont joué un rôle prépondérant dans l'histoire de notre Constitution, indirectement, directement même, Napoléon. Et donc ce sont des points d'ancrage qui permettent de rebondir, parce qu'il faut du concret pour expliquer l'histoire. Et vous me disiez justement quelque chose en préparant cette émission d'intéressant, que pour comprendre le présent, il faut connaître son passé. Exactement. C'est comme quand vous conduisez une voiture, si vous voulez regarder devant, il est important d'avoir un regard sur les rétroviseurs. Donc on se réjouit de vous retrouver le 25 novembre au château de Prangin. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. La municipalité de Nyon a décerné pour la troisième fois, son prix du mérite citoyen, un prix qui récompense l'engagement de Nyonnais pour la population et la ville. Cette année, c'est une bonne samaritaine, Madame Gabrielle Monard, qui est couronnée. Florian Cavalleri était là lors de la remise du prix. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce mérite? Eh bien, je dois dire que pour moi, c'était vraiment une surprise et une grande émotion. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait tellement naturellement. J'avais besoin de donner, d'aider, de soigner par la suite. Et voilà pourquoi, pour moi, c'était naturel. Alors ce mérite, il vient couronner toute une vie au service des autres. Vous rêviez d'être infirmière, c'est dans le bénévolat finalement qu'on vous a retrouvé. Oui, c'est vrai. Et même avant d'être dans les Samaritains depuis 1970, j'aurais aimé être infirmière, mais ça ne s'est pas présenté. Mais enfin, j'ai fait coiffeuse. Et ce métier m'a quand même beaucoup plu, du fait que c'est un peu artistique. Et je m'occupais de clientes. C'était la tête, les cheveux, mais j'aimais beaucoup.
C'est pas la première fois que vous recevez un prix, hein. Vous avez déjà reçu la médaille Henri Dunant et puis aussi la médaille d'or du mérite de l'association cantonale vaudoise des Samaritains. Est-ce que toutes ces distinctions ont la même saveur? Est-ce qu'elles font toutes autant plaisir? Je dois dire que c'est différent. C'est vrai que ces deux médailles, Henri Dunant et le canton, m'ont aussi beaucoup touché. La médaille d'or, je ne m'y attendais pas, mais ce soir encore moins. Parce que vraiment, pour moi, c'est comme ça. J'aime aider, et parfois, je me privais d'un spectacle parce qu'une amie me demandait de m'occuper de sa maman. Et puis que ce soit Nyon, votre ville d'adoption, qui vous couronne, ça aussi, ça a une saveur particulière? J'aime beaucoup Nyon. C'est une belle ville. Et depuis que j'y habite, c'est vrai que j'ai rencontré, bien sûr, par les cours déjà, beaucoup de monde. Et c'est ça qui me plaît. Et là aussi, surtout dans les postes sanitaires, sportifs ou autres, nous rencontrons beaucoup de personnes. Et là aussi, il faut garder le secret si on nous confie quelque chose. Il ne faut pas redire. Voilà, super. On en fait plusieurs. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à vous faire part de vos idées de sujets et de vos événements à l'adresse rédaction@nrtv.ch. À la semaine prochaine. Soyez sages.